18 février 2019, au Nouveau-Mexique. Scott Nowicki est à la recherche de nouveaux ossements de dinosaures. Mais hors de question de fouiller le sol à l'aveuglette. Il va mener ses recherches depuis l'espace. Donc là, je suis en route pour le désert, en périphérie d'Albuquerque, pour tester un nouvel outil de détection. On estime que plusieurs dizaines de milliers de dinosaures gisent encore enfouis. Le problème, c'est pour les localiser. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour réussir à trouver des fossiles comme ça à l'œil nu, il faut vraiment avoir de la chance. C'est impossible de tout parcourir à pied, d'où l'intérêt de prendre de la hauteur. L'idée, c'est de récolter un maximum de données aériennes pour pouvoir établir une carte des fossiles et mettre en évidence des emplacements inexplorés. Scott Nowicki compte sur les dernières technologies pour découvrir de nouveaux gisements de fossiles. En général, on concentre les recherches autour de la roche sédimentaire, soit les strates de sédiments qui ont été déposées à un endroit donné par un ancien cours d'eau. La roche sédimentaire regorge de fossiles, parce qu'avec le temps, les sédiments emprisonnent les débris, couche après couche. Et elle est facilement repérable à l'aide de caméras thermiques, du fait qu'elle retient davantage la chaleur que le sable. On peut ainsi supposer que les zones les plus claires abritent des fossiles. Mais Scott Nowicki a décidé d'aller encore plus loin. Pour pouvoir localiser précisément les emplacements à fouiller, on va utiliser un drone. À l'aide de caméras multispectrales développées par la NASA pour explorer Mars, Scott Nowicki traque les gisements potentiels. Ces couches rougeâtres, que je suis en train de survoler, présentent les mêmes caractéristiques que des zones de fouilles connues où des fossiles de dinosaures ont été découverts. C'est bon signe, au moins en théorie. Nous retrouvons notre expert et son équipe quelques semaines plus tard, dans le désert de Gobi, en Mongolie. Gobi signifie « le lieu sans eau », un nom parfaitement approprié. Le désert de Gobi est extrêmement aride. Il est situé dans l'ombre pluviométrique de l'Himalaya. C'est un endroit assez hostile. Mais pour les paléontologues, c'est l'Eldorado des dinosaures. Le désert de Gobi est la plus grande réserve de fossiles au monde. Il abrite 1/5 des espèces connues. Le désert de Gobi est une mine de trésors pour les paléontologues. L'aridité du sol est excellente pour la conservation. Ainsi, en 2016, des chercheurs ont découvert une empreinte de dinosaure de plus d'1 mètre de long. Un record mondial. Si le désert de Gobi est aussi riche en fossiles, c'est sans doute parce qu'il n'a pas toujours ressemblé à cela. Il y a 80 millions d'années, aux alentours de la période où les dinosaures ont disparu, le Crétacé, le désert de Gobi était très différent. Ce n'était pas un désert, c'était une zone humide qui abritait de la vie. Le Crétacé est l'âge d'or d'un immense reptile volant, le ptérosaure qui domine le ciel. La terre ferme, elle, est le royaume des carnivores, comme le vélociraptor ou le tyrannosaure, ce monstre de 9 tonnes réputé pour sa morsure. Il était le plus féroce des animaux terrestres. Pour l'heure, cependant, ce n'est pas leur habitat qui intéresse les chercheurs, mais l'endroit où ils sont morts. La fossilisation requiert un enfouissement rapide des cadavres, dans un milieu dépourvu d'oxygène. C'est ça qui permet la conservation des os. 99,9% des organismes qui ont vécu n'ont pas été fossilisés.
Direction le bassin de Nemegt, dans la partie nord-ouest du désert de Gobi. Parmi les premiers types de fossiles découverts dans la région, il y avait des œufs de dinosaures encore dans leur nid. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le bassin de Nemegt, la vallée des dragons. Les images satellites indiquent la présence d'une zone sédimentaire prometteuse, à l'ouest du bassin. En analysant ces images de plus près, on a commencé à repérer une multitude de taches plus foncées sur des emplacements inexplorés. À l'aide d'un drone équipé d'une caméra multispectrale, Scott Nowicki va maintenant les survoler pour obtenir plus de précision. En combinant ces données à celles du satellite, il va ainsi pouvoir créer une carte 3D des gisements. En recoupant le fruit de nos observations sur le terrain avec les données aériennes, on devrait normalement réussir à localiser les fossiles. Les paléontologues commencent à creuser à l'endroit désigné par l'expert. Et sous la roche, surprise. On a tapé dans le mille. En quelques heures, on a pu mettre au jour des fossiles qu'on aurait mis des semaines ou des mois à trouver autrement. En l'espace de 20 jours, l'équipe va ainsi découvrir 250 nouveaux gisements de fossiles et 3 nouvelles espèces de dinosaures. C'est le désert quand on regarde autour de soi. Et pourtant, c'est rempli de fossiles sous la surface. Par endroits, c'est exceptionnel. Il y en a partout, des centaines, des milliers. On le sait, la plupart des dinosaures ont été emportés par un glissement de terrain il y a environ 70 millions d'années. Mais manifestement, d'autres ont connu une mort encore plus violente. La trouvaille dont on est le plus fier, c'est le tarbosaure. On a retrouvé une dent à un endroit et une partie de son crâne plus loin. Le tarbosaure est le cousin mongol du tyrannosaure. Tarbosaure, ça signifie littéralement le dinosaure inquiétant. Tout est dit. Le propriétaire de cette dent de 13 cm mesurait vraisemblablement plus de 12 mètres de long et pesait l'équivalent de 2 gros camions. Ce qui est génial, c'est que ça nous a permis de découvrir des fossiles incroyables et que ça a aussi ouvert une nouvelle porte pour tous les paléontologues. À ce jour, seule une infime partie du désert de Gobi a pu être scannée. Sous le sable, des milliers d'autres trésors attendent encore. D'après les dernières estimations, il y aurait environ 2000 groupes de dinosaures. À ce jour, on n'en a découvert qu'un tiers, plus ou moins. Mais grâce à ces nouvelles technologies, on est à l'aube d'un nouvel âge d'or de la paléontologie. Tout de suite, la tour atomique de la peur. C'est fascinant dans le sens où ça transcende l'histoire américaine et mondiale. Et l'inquiétante disparition du Nil. Imaginez ce qui se passerait si soudain il débarquait par millions. Ce serait le chaos. 2 février 2005. Le satellite QuickBird 2 survole le Nevada, capturant au passage une série d'images révélant une étrange présence au milieu du désert. C'est très intriguant parce que on distingue une grande ligne noire. Et selon l'heure de la journée, cette ligne noire bouge, ce qui signifie que c'est une ombre. Une ombre vraiment très longue, projetée par une sorte de tour, mais pas n'importe quelle tour, une sorte d'aiguille exceptionnellement haute. Étrangement, elle n'est soutenue par aucune infrastructure et elle est isolée de tout. Elle est au milieu de nulle part. Ça pourrait être une antenne relais. Sauf qu'aux États-Unis, toutes les antennes relais doivent être enregistrées, ce qui n'est pas son cas. Donc, si c'est une antenne relais, elle est illégale. Le nombre d'antennes relais clandestines a explosé ces dernières années outre-Atlantique. Utilisées pour intercepter le trafic téléphonique, elles servent notamment à l'envoi de spam et SMS frauduleux.
Ces antennes illégales sont ce qu'on appelle des intercepteurs IMSI. En gros, elles se substituent aux antennes relais et piègent les téléphones portables, dont elles subtilisent toutes les données, les historiques d'appels, les messages. Selon des études récentes, ces antennes illégales pourraient être utilisées à des fins encore plus sournoises. On sait que la police et le gouvernement américain ont eu recours à ce genre d'antennes, ce qui constitue évidemment une violation de la vie privée. Et on soupçonne à présent certains gouvernements étrangers d'en avoir installé sur notre territoire pour nous espionner. Les antennes relais illégales ont toutefois la particularité d'être mobiles. Elles essayent d'être le plus discrètes possible. Or là, on a affaire à une structure qui est tout sauf discrète. Selon plusieurs experts militaires, son emplacement n'est pas anodin. Elle est tout près du site d'essai du Nevada, qui est l'endroit où le gouvernement américain a effectué ses premiers essais nucléaires. Et elle ressemble à une plateforme de forage, ce qui me fait dire que cette tour doit faire partie d'un site souterrain d'essais nucléaires. Le traité d'interdiction partielle des essais nucléaires, signé en 1963, a mis fin aux essais nucléaires dans l'atmosphère qui, dès lors, ont été remplacés par des essais souterrains. À ces fins, il a fallu creuser d'immenses galeries en sous-sol pour y installer les armes nucléaires. Donc, peut-être que cette tour fait partie d'un dispositif de forage mis en place par l'armée. Si ce n'est que d'après la taille de son ombre, elle mesure plus de 450 mètres. C'est plus haut que la Tour Eiffel, plus haut que l'Empire State Building. C'est beaucoup trop haut pour faire partie d'un dispositif de forage. Cette tour est géante. Pour les historiens, c'est un indice capital. Sa hauteur est équivalente à celle de Little Boy, la bombe qui a été larguée sur Hiroshima en 1945. La plupart des gens pensent que la bombe a explosé au moment où elle a touché le sol, mais c'est faux. Elle a explosé dans les airs à environ 450 mètres. La bombe atomique Little Boy contenait 64 kilos d'uranium, soit quasiment l'intégralité de la matière fissile disponible à l'époque. L'onde de choc a propulsé certains corps dans les airs à la vitesse de 1600 km/h. Et la ville a été rasée. 80 000 personnes sont mortes sur le coup. À la fin de la guerre, une équipe de scientifiques américains s'est rendue sur place pour mesurer les effets collatéraux de l'explosion. Mais quand ils ont enfin pu mettre les pieds à Hiroshima, c'était trop tard. Ils n'ont pas réalisé toutes les études qu'ils voulaient. Selon plusieurs documents déclassifiés, c'est la raison pour laquelle la tour a été érigée dans le désert. L'armée américaine a décidé de reproduire l'explosion d'Hiroshima. C'est pour ça qu'elle a fait construire cette mystérieuse tour. Il est écrit noir sur blanc que la Commission de l'énergie atomique a fait ériger la tour en 1962. Baptisée Bren, elle a été imaginée pour les besoins d'un vaste programme d'essais. Elle a été conçue pour accueillir un réacteur mobile qu'on pouvait faire coulisser. Pratique pour hisser l'engin dans le ciel et reproduire la détonation de Little Boy afin de mesurer les doses de radiation reçues par les survivants de Hiroshima et Nagasaki. Pour se rapprocher au plus près de la vérité, ils ont même fait construire des fausses maisons autour, de manière à pouvoir observer les conséquences de l'explosion en direct. C'est assez glauque quand on y pense, mais n'empêche que ça reste la méthode la plus fiable pour mesurer la diffusion des radiations depuis un point d'explosion situé au-dessus du sol. À la demande de la Commission de l'énergie atomique, la tour a été déplacée en 1966, à 37 km de son emplacement d'origine.
avant d'être détruite en 2012, date à partir de laquelle elle n'est plus visible sur les images satellites. C'est fascinant d'avoir découvert son existence depuis l'espace, dans le sens où ça transcende l'histoire américaine et mondiale. Tout de suite, le village des damnés. Les corps sont déterrés des cimetières pour être mangés. Et un drôle de symbole. Les prêtres se mettent dans des états de transe pour communiquer avec les esprits des ancêtres et les dieux. Septembre 2012. Dans le sud-ouest de la Pologne. Une équipe d'archéologues survole la forêt près de Stelin. Leur avion est équipé d'un lidar, un outil de télédétection par laser, qui permet de passer à travers les arbres. Les satellites offrent une vision très lointaine de ce qui se passe au sol, alors que le lidar permet de se faufiler à travers la végétation et de détecter les reliefs au sol. Et en parlant de relief, les archéologues n'en croient pas leurs yeux. C'est dingue, parce que vu d'en haut, on distingue parfaitement les contours d'un village. Sur cette image, on voit clairement l'empreinte d'un groupement de maisons. Des maisons abandonnées depuis très longtemps. Surprise, le village est recensé au cadastre. Il apparaît pendant quelques dizaines d'années seulement. 2 générations, et puis plus rien. Ce village est enregistré sous le nom de Goschwitz. C'était un village récent. Tout allait bien, et puis tout a basculé. D'un coup, les habitants ont disparu. Comme si soudain, au XIVe siècle, une force inconnue avait surgi et rasé le village de la carte. Plusieurs experts sont convaincus que cette date renferme un indice. La peste noire, également appelée la mort noire, est sans doute la pire catastrophe qu'ait connue l'Europe, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En l'espace de 4 années seulement, la peste noire a fait environ 25 millions de morts en Europe. Étonnamment, la Pologne a toutefois été épargnée par ce fléau. Pourtant, la peste se transmet essentiellement d'homme à homme. Mais les Juifs, qui constituaient alors une large partie de la population, défendaient une hygiène rigoureuse, qui a fait toute la différence. Il s'avère que la Pologne a échappé à cette pandémie dévastatrice, donc il y a très peu de chances pour qu'elle soit responsable de l'abandon soudain de Goschwitz. Mark Horton a peut-être une explication. Il y a un autre facteur qui pourrait expliquer cette disparition. C'est le dérèglement climatique qui a eu lieu au XIVe siècle. Il a eu des conséquences terribles en Europe. Et on sait de sources sûres que la Pologne a été particulièrement touchée. Entre 1315 et 1317, de violents orages sans précédent se sont abattus sur toute l'Europe, tuant au passage toutes les récoltes et décimant le bétail privé de nourriture. Les gens ont faim, la pauvreté s'installe, il n'y a plus rien qui pousse dans les champs, et tout le monde est aux abois. Des millions de personnes succombent à la grande famine, et les survivants sont forcés de recourir à l'impensable. Des témoins racontent que les corps sont arrachés des potences quand il n'y a pas d'autre solution, ou qu'ils sont déterrés des cimetières pour être mangés. Les horreurs innommables de la grande famine serviront d'inspiration au conte populaire des frères Grimm, Hansel et Gretel. On sait que la Pologne a été frappée par la famine aux alentours de la période où Goschwitz a disparu. Mais d'après les archives de l'armée, c'est un autre événement qui a provoqué la fuite des villageois. Finalement, en creusant un peu plus pour tenter de comprendre les raisons de cette étrange disparition,
on a découvert que la guerre avait également fait beaucoup de dégâts. La disparition du village coïncide avec un soulèvement religieux dans plusieurs pays d'Europe. Les guerres hussites. Vers la fin du XIVe siècle, un réformateur religieux du nom de Jan Hus a décidé de se rebeller contre l'Église catholique. Il était scandalisé par son manque d'éthique à l'égard des plus démunis, dont elle exigeait notamment qu'ils lui cèdent jusqu'à leur dernier sou en échange de ses prières. Accusé d'hérésie, Jan Hus est conduit au bûcher le 6 juillet 1415. Ses disciples, révoltés et emmenés par Jan Žižka le Borgne, se soulèvent et attaquent de nombreux bastions catholiques en Europe de l'Est. C'est un des premiers chefs de guerre à avoir eu recours au fusil. Il a mis sur pied une armée de paysans et il a imaginé une tactique à base de chariots qui sont aujourd'hui considérés comme les ancêtres du tank. Il a complètement réinventé et modernisé l'art de la guerre. Il a aussi exigé qu'après sa mort, on l'écorche pour fabriquer un tambour destiné à accompagner les soldats au combat. Quand les Hussites débarquaient quelque part, il n'y avait pas d'autre issue que de fuir dans la forêt. Plusieurs villages se sont donc éteints à cause de ces guerres de religion. Le dernier recensement réalisé à Gauchwitz rapporte que ces 100 habitants étaient tous catholiques. Une cible de choix pour Žižka et ses soldats assoiffés de vengeance. Un village aussi modeste que celui qu'on voit là n'avait pas de mur d'enceinte pour se protéger. Ses habitants étaient sans défense et il n'aurait pas fallu longtemps à des fanatiques religieux pour les renverser. Impossible de dire avec certitude lequel des 4 cavaliers de l'Apocalypse, la maladie, la famine, la guerre ou la conquête, a fait basculer le destin de Gauchwitz. C'est Pompéi en Pologne. Tout s'est arrêté d'un coup et maintenant, il va falloir creuser pour faire jaillir la vérité. Tout de suite, le mystère du trident J'ai jamais rien vu de semblable. et le secret de l'île Noire. C'est un peu l'équivalent naturel de la politique de la terre brûlée. 2 mai 2018. Au-dessus des côtes du Pérou, un satellite repère un symbole étrange. C'est vraiment très curieux. J'ai jamais rien vu de semblable. On distingue clairement une forme de trident. Et il a l'air énorme. Il remplit la moitié du versant. Vérification faite, il mesure plus de 150 mètres de long. Et la datation au carbone 14 d'artefacts trouvés à proximité laisse penser qu'il a été sculpté il y a plus de 2000 ans. Sachant qu'on est au Pérou, forcément, ça fait penser aux géoglyphes de Nazca. Ces grandes figures tracées au sol, à peu près à la même époque, qui représentent des animaux, des êtres humains ou des formes abstraites, restent aujourd'hui encore un mystère. Le symbole repéré par satellite est néanmoins isolé et situé à plus de 150 km des lignes de Nazca. Il est beaucoup plus au nord, et malgré une certaine ressemblance avec les célèbres géoglyphes, il est évident que c'est l'œuvre d'un groupe différent. Des historiens ont peut-être mis le doigt sur un indice. Parmi tous les groupes humains connus qui ont vécu dans la région jusqu'à 200 ans avant Jésus-Christ, il y en a un qui sort du lot, c'est celui des Paracas. Plusieurs textes anciens confirment que la région était dominée par les Paracas entre 800 et 100 avant Jésus-Christ. Et à en juger par les corps momifiés retrouvés sur place, ils avaient une étrange coutume.
Ils pratiquaient la déformation crânienne. Dès la naissance, ils enveloppaient le crâne des bébés avec du tissu, de sorte qu'au lieu de s'élargir comme il le fait naturellement, le crâne s'allongeait. Les Paracas avaient donc des têtes coniques. D'après des études, il semblerait que les Paracas aient adopté cette coutume il y a environ 3000 ans. Mais pourquoi? Mystère. Les modifications corporelles pour marquer son appartenance à un groupe sont assez communes. Les dents limées, la scarification, les tatouages, les pieds bandés. La déformation crânienne, c'est quand même un cran au-dessus. C'est vraiment extrême. Un détail pourrait expliquer l'importance de ce symbole pour les Paracas. Aux extrémités des 3 branches, on distingue une sorte de fleur qui me fait penser à une plante. Cette fleur ressemble à celle du datura, une plante solanacée qui pousse dans la région. Les drogues hallucinogènes sont très prisées dans cette partie de l'Amérique du Sud où il y a toute cette tradition de prêtres qui se mettent dans des états de transe pour communiquer avec les esprits des ancêtres et les dieux. Surnommée trompette de la mort, le datura est une plante dont l'ingestion déclenche de fortes hallucinations. C'est tout à fait possible qu'ils aient réalisé ce dessin en hommage au datura, parce que c'était une plante sacrée pour eux. D'autres experts se sont intéressés à la position du symbole, qui, selon eux, pourrait avoir eu une autre fonction. Si on prend de la hauteur, on se rend compte que ce géoglyphe est positionné grosso modo en direction du nord. C'est donc possible qu'il ait été placé sur le versant de cette colline, de manière à pouvoir être vu depuis l'océan. Sa taille imposante et sa position en hauteur font que le symbole est visible de très loin pour tous les marins. On peut se demander s'il ne s'agit pas en fait d'une sorte de repère pour la navigation, conçu pour être vu de loin et guider les marins naviguant à proximité des côtes. Le trident est un symbole souvent associé à l'eau et à l'océan, que ce soit dans l'Antiquité ou encore aujourd'hui. S'il s'agit bien d'un repère maritime, on peut alors s'interroger sur son rapport avec un autre mystère lié aux Paracas. Les analyses de plusieurs crânes ont révélé que les Paracas avaient des cheveux roux. Or, historiquement, il n'y a pas de roux en Amérique du Sud. Les cheveux roux sont une particularité génétique propre aux peuples d'Europe centrale et du Nord. Il y a manifestement eu une vague d'immigration en provenance de l'Europe. D'après les livres d'histoire, les premiers Européens seraient arrivés au Pérou en 1532. Mais voilà qu'aujourd'hui, ce symbole vieux de 2000 ans sème un doute. Se pourrait-il qu'ils aient été devancés de plusieurs siècles? J'aime bien l'idée que ça puisse être un repère de navigation pour dire aux marins « Hé, on est là, arrêtez-vous ». Si on arrivait à prouver que les Paracas étaient une société européenne, ça changerait complètement le cours de l'histoire. Ça signifierait que l'immigration a commencé beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Tout de suite, la mort au paradis. Ils s'en servent pour tester des armes lourdes et des bombes de plus de 200 kilos qu'ils larguent avec des avions de chasse. Et la vengeance de la planète. Sans de sérieuses interventions, la ville pourrait s'effondrer. 10 septembre 2017. 2 images capturées par un satellite Landsat de la NASA, au-dessus des îles Vierges, sèment le trouble dans la communauté scientifique. Sur la première, tout est vert et luxuriant. Et si on bascule sur la seconde, c'est le désert. Il n'y a plus rien, c'est stérile. Il s'est manifestement produit une catastrophe sur cette île. Le biologiste Rob Nelson s'interroge sur les raisons de cette disparition soudaine de la végétation. Je me demande si ça ne serait pas lié à une invasion de criquets.
Un criquet peut avaler chaque jour l'équivalent de son poids. Alors imaginez ce qui se passerait si soudain il débarquait par millions. Ce serait le chaos. Inoffensifs à l'état solitaire, les criquets produisent de la sérotonine lorsqu'ils entrent en contact les uns avec les autres. Beaucoup de sérotonine. Suffisamment pour permettre à un seul essaim de ravager un territoire de 1200 km². C'est un peu l'équivalent naturel de la politique de la terre brûlée. Imaginez des millions de criquets dévorant toutes les cultures, au point qu'après leur passage, la survie de toute espèce devient impossible. L'île dévastée est située à plus de 4800 km de l'habitat naturel des criquets. Mais aucune distance n'est trop grande pour un essaim. En 1988, un gigantesque essaim pris dans une tempête tropicale a atterri au milieu des Caraïbes. Mais tout le monde n'est pas convaincu par cette théorie. Si cette île avait été ravagée par une invasion acridienne, on verrait une sorte de patchwork, avec des zones sombres privées de végétation et d'autres au contraire beaucoup plus vertes. Plusieurs analystes militaires avancent une autre explication. Ça pourrait être une île utilisée comme centre d'essai. On sait que depuis très longtemps, l'armée américaine se sert de certaines îles désertes et isolées pour tester des armes. En 2015, le Pentagone a ainsi réquisitionné l'île Pagan, située dans le Pacifique, pour y effectuer des exercices militaires. Ils s'en servent pour tester des armes lourdes, que ce soit des pièces d'artillerie, des mortiers ou des bombes de plus de 200 kilos qu'ils larguent avec des avions de chasse. Après analyse à la loupe des images satellites, il apparaît toutefois peu probable que l'île soit une base militaire. On n'aperçoit aucune cicatrice ou cratère à la surface de l'île, donc bon, il n'existe aucune preuve d'un quelconque bombardement. Le climatologue Randy Sorveny s'est lui aussi penché sur la question, en privilégiant une vue d'ensemble de la région. C'est comme cela qu'il a découvert une dépression atmosphérique en formation, de l'autre côté de l'Atlantique, capturée 6 jours avant le drame. Le meilleur indice qu'on ait, c'est la date. Et il se trouve que la dévastation de l'île coïncide avec un événement météorologique survenu au même moment dans la région. Entre le 30 août et le 5 septembre 2017, un front orageux se déplace au-dessus de l'Atlantique. Et tandis qu'il progresse d'est en ouest au-dessus de la surface chaude de l'océan, le vent prend de plus en plus de vitesse. C'est un ouragan qui atteint par moments des pointes de vitesse à 240 km/h. Baptisé Irma, il se dirige tout droit sur les Caraïbes. Au moment où il atteint l'île, le 6 septembre, il est de force 5 et affiche un diamètre supérieur à 650 km. Un ouragan, c'est la forme d'orage la plus violente qui existe. On ne peut même pas voler au-dessus, à moins de faire partie de la Station spatiale internationale. À 16h30, le 6 septembre, Irma atteint les premières côtes, avec des vents soufflant à plus de 300 km/h. Quand vous êtes pris là-dedans, c'est terrible. Chaque goutte de pluie est comme une aiguille qui vous transperce la peau. Des communautés entières ont tout perdu ce jour-là. Plus de maisons, plus de routes, plus de courant. Irma a tout ravagé. C'est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans le bassin atlantique. Mais contre toute attente, il ne suffit pas à expliquer le contenu des images satellites. Un ouragan peut provoquer des chutes d'arbres, mais ça ne tue pas toute la végétation. Depuis le ciel, on devrait voir du vert. En réalité, ce serait un autre phénomène météorologique rare qui aurait dévasté l'île. C'est vraisemblablement le sel qui a causé sa perte. On pense que le soulèvement des vagues provoqué par l'ouragan a engendré le dépôt d'une importante couche de sel à la surface de l'île, et que c'est ce dépôt qui a tué la végétation. Le sel a scellé le sort de l'île, déjà ravagée par l'ouragan,
il a tué toute forme de vie. On a vu avec Irma qu'en l'espace de quelques heures, un ouragan pouvait tout détruire. Mais avec un peu de chance, cette île retrouvera un jour son aspect normal. C'est juste une question de temps. Tout de suite, mourir pour un verre d'eau. Les gens sont tellement désespérés que les camions-citernes d'eau potable se font régulièrement braquer. Automne 2014. Un satellite effectue une série de passages au-dessus de Mexico. À l'aide de micro-ondes capables de passer à travers l'atmosphère, il calcule instantanément les variations de terrain. Et le bilan est sans appel. C'est vraiment très inquiétant. Les différences de couleurs montrent une ville qui est en train de s'affaisser rapidement. La gravité du phénomène saute aux yeux. En rouge, les zones où l'affaissement est supérieur à 2,5 cm par mois. La ville s'est enfoncée d'au moins 10 mètres au cours des 100 dernières années. D'un point de vue géologique, Mexico est en chute libre. La capitale mexicaine compte plus de 21 millions d'habitants. Et les données satellites indiquent qu'elle s'affaisse de près d'1 mètre par an. Les immeubles se fissurent, les routes se fissurent. Le danger, c'est que le sol s'ouvre et avale la ville tout entière. Plusieurs bâtiments ont déjà été aspirés et dans un quartier périphérique, 15 écoles se sont effondrées. C'est comme regarder un accident au ralenti. La ville est en danger. Et personne ne sait combien de temps elle va encore pouvoir tenir comme ça. Il faut analyser la géologie et la géographie aux alentours de Mexico pour mieux comprendre. La ville de Mexico s'est construite sur le lit d'un ancien lac. Il y a 1000 ans de cela, il était rempli d'eau. C'est un présage qui a poussé les Aztèques à y implanter en 1325 la capitale de leur vaste empire de 210 000 km². Les Aztèques ont choisi ce site délibérément. Ils attendaient un signe et ils l'ont reçu sous la forme d'un aigle dévorant un serpent qui s'est perché sur un cactus au bord du lac Texcoco, qui est devenu Mexico. À l'origine, Tenochtitlan, la capitale aztèque, reposait sur une île située à l'intersection de 5 lacs. Les Aztèques étaient de brillants ingénieurs. Ils avaient mis en place un système de canaux et fait construire des îles réservées aux cultures tout autour du lac. Des études démontrent que les problèmes d'affaissement de Mexico remontent à la conquête du Mexique par les troupes armées de Hernán Cortés en 1521. La ville connaît alors un boom extraordinaire qui déclenche l'assèchement progressif des lacs environnants. Au début du XXe siècle, il n'y a plus d'eau. Des millions et des millions de personnes vivent dans la vallée de Mexico et toutes veulent la même chose, de l'eau. Tous les lacs ayant été vidés, les autorités ont alors commencé à puiser de l'eau dans les immenses aquifères situés sous la ville. Le problème, c'est qu'en construisant toujours plus, ils en ont bloqué l'accès aux eaux de pluie censées les régénérer. Les aquifères situés sous Mexico sont comparables à des éponges remplies de trous qui sont gorgés d'eau. Et quand on retire l'eau qui remplit l'espace entre les grains de sable, le limon et la boue, ça crée une décompression qui se traduit par un affaissement. Les habitants de Mexico consomment en moyenne près d'1 milliard de litres d'eau par an. De quoi remplir en une année l'équivalent de 435 000 piscines olympiques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il pleut encore plus à Mexico qu'à Londres. On pourrait donc supposer qu'il y a assez d'eau pour tout le monde, mais non. L'eau se faisant rare, certains habitants doivent s'approvisionner auprès de camions-citernes, les pipas. Dans les quartiers les plus pauvres de Mexico, l'eau courante est limitée à 1 heure par jour, voire tous les 2 jours.
L'eau est devenue un bien précieux, particulièrement convoité par les gangs de narcotrafiquants. Les gens sont tellement désespérés que les camions-citernes d'eau potable se font régulièrement braquer. Par contre, les terrains de golf 5 étoiles sont arrosés 7 jours sur 7. Selon plusieurs rapports, Mexico pourrait bien devenir l'une des premières villes au monde à être privée d'eau. Ainsi, les prochaines images satellites devraient continuer d'empirer. Malheureusement, le problème ne va pas se régler tout seul. Sans de sérieuses interventions,